va changer la loi de transition énergétique pour vous, dans votre quotidien? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre ce matin, alors que le texte sera voté définitivement à l'Assemblée. Bonjour Anne Bringot. Bonjour. Vous travaillez pour Leclerc, qui regroupe plusieurs associations, ONG, entreprises qui sont engagées dans la transition énergétique. Avant de parler de notre quotidien, un mot des objectifs que fixe cette loi. Réduire de 50% notre consommation d'énergie d'ici 2050, augmenter la part des énergies renouvelables, baisser la part du nucléaire. Cette loi, finalement, elle met en musique les promesses de campagne de François Hollande? Tout à fait. Elle fixe de grands objectifs. Donc on a maintenant un cap qui est dans une loi, qui est effectivement dans les engagements du président de la République. Maintenant, on a une loi qui fixe un cap. Un développement massif, on aimerait plus important, mais un développement quand même des énergies renouvelables, une baisse de la part du nucléaire, une baisse des fossiles. Donc c'est vraiment un cap intéressant. Reste à mettre maintenant en musique ce cap. Alors ce cap et ces objectifs, jusqu'à maintenant, ça n'existait pas dans la loi. Exactement. On avait un objectif sur les énergies renouvelables pour 2020. Maintenant, on a un objectif pour 2030. On avait un objectif de baisse des émissions de gaz à effet de serre qui était en tout cas pour 2020 et 2050. Maintenant, on a 2030. Disons qu'on a de nouveaux jalons et on a surtout un nouvel objectif de réduction de la consommation d'énergie. Ça, c'est très nouveau. On a vu qu'en fait, si on voulait réduire notre facture énergétique, l'énergie en France, c'est plus de 60 milliards d'importations. Ça coûte très cher et donc il faut l'économiser. Et pour réussir à atteindre ces objectifs, donc la loi propose des dizaines de mesures qui vont directement impacter notre vie quotidienne. Si on prend le logement par exemple, l'idée générale c'est quoi? C'est d'inciter les particuliers à consommer moins? Tout à fait. L'idée, c'est vraiment d'arriver en 2050 avec 100% des logements. Donc, tout le monde aura un logement très bien isolé. Comment faire pour arriver à là? Puisque c'est quand même, ça va demander des rénovations massives tous les ans. Le projet de loi prévoit 500 000 rénovations par an. Il faut que ça soit des rénovations. C'est très ambitieux. C'est assez ambitieux, mais c'est ce qui est nécessaire, effectivement, pour atteindre nos objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et de réduction de consommation d'énergie. Et en même temps, c'est faisable. Ce sont des investissements rentables. L'argent que l'on met pour changer un ascenseur, c'est bien pour la sécurité, mais on n'a pas de retour sur investissement. Quand on isole son logement, on a un retour sur investissement puisqu'on baisse sa facture d'énergie. Donc c'est un ensemble de mesures, effectivement, qui vont permettre à chacun d'isoler son logement, notamment quand on fait des travaux de ravalement de façade ou une réfection de toiture. Maintenant, on va être obligé de faire en parallèle l'isolation, ce qui finalement va rapporter de l'argent dans les travaux. Mais obligé, ça veut dire qu'il y aura des contrôles? C'est prévu ça déjà? Alors, les détails ne sont pas encore prévus puisqu'une loi fixe un cadre et ensuite il y a des décrets donc qui sont en attente. La ministre indique que la plupart seront prêts à la rentrée. On attend avec impatience. Alors, ceux qui feront des travaux seront obligés de réaliser des travaux de rénovation, etc. On l'a compris. Seulement, tout ça, ça va coûter cher pour les particuliers. Est-ce qu'il y a des choses de prévues pour aider à financer ces travaux-là? Alors déjà, il y a deux types quand même de ménages. Il y a les ménages modestes. N'oublions pas qu'il y a 11 millions de personnes actuellement en France qui ont des difficultés à se chauffer ou à payer leur facture d'énergie. Donc pour ces ménages-là, il faut déjà les aider dans l'urgence. La loi prévoit un chèque énergie pour les aider à payer leur facture d'énergie et simplement se chauffer. Et il y aura des aides également pour l'isolation de leur logement. Il faut aller encore plus loin. On demande un accompagnement financier et humain supérieur. Pour les autres ménages, il y a beaucoup d'outils. Un crédit d'impôt transition énergétique, des certificats d'économie d'énergie, un éco-prêt à taux zéro. Donc il y a beaucoup d'aides. Simplement, c'est difficilement accessible. C'est beaucoup de dossiers. Les gens n'y comprennent rien. Donc maintenant, la loi prévoit de créer des plateformes de la rénovation énergétique au plus près des habitants pour que chacun puisse se renseigner, comme il existe actuellement des espaces info-énergie, pour savoir effectivement quel type de travaux faire et quelles aides on peut demander. On va faire de la pédagogie. Les transports, là, la loi mise beaucoup sur la voiture électrique, en tout cas les voitures propres. L'idée globale, là, c'est de mettre au garage, voire à la casse, les voitures diesel. Alors c'est vrai qu'on voit qu'il y a des choix à faire. La France a fait le choix du véhicule diesel et on s'aperçoit et donc a fait tout en sorte avec des aides fiscales, etc., qu'on développe massivement le véhicule diesel pour favoriser l'industrie française. Et maintenant on s'aperçoit que ça coûte des milliards en pollution de l'air. Donc maintenant l'idée c'est déjà d'avoir une fiscalité qui oriente davantage vers des vraies solutions non polluantes. Par exemple réduire la TVA sur les transports en commun serait une mesure utile, même si pour l'instant elle n'est pas annoncée.
financer. Et par contre, il faut rendre plus cher ce qui est polluant. Et pour les véhicules, effectivement, il faut vraiment aller vers des véhicules moins polluants, mais aussi développer les transports en commun, mais aussi favoriser le vélo. 70% des trajets domicile-travail sont faits en véhicule individuel. Là, j'incite tous les auditeurs à se poser la question, est-ce qu'une fois, de temps en temps, ils ne peuvent pas prendre le vélo, essayer de voir avec un ou une collègue si on ne peut pas covoiturer. Chacun aussi peut faire des choses pour changer finalement sa consommation. Et là, si on revient à la loi, pour ceux qui voudraient acheter une voiture électrique, il pourrait y avoir des aides jusqu'à 10 000 €. C'est ce qui est prévu, en tout cas, dans la loi. Il y a plein d'autres choses dans cette loi sur la transition énergétique. On va par exemple aller vérifier que les fabricants d'électroménagers ne trichent pas en faisant ce qu'on appelle de l'obsolescence programmée. Alors c'est vrai qu'on s'est aperçu finalement qu'il y a beaucoup de produits qui sont prévus pour durer peu longtemps. Alors pas forcément de manière technique. Souvent c'est votre téléphone, finalement il va plus marcher au bout d'un certain moment parce que les applications ne fonctionnent plus et vous oblige finalement à racheter un nouvel appareil, ce qui crée beaucoup de déchets et aussi beaucoup d'énergie et de matière pour créer les nouveaux produits. Là ce qui est visé par la loi, c'est uniquement quand le fabricant a fait exprès de modifier, enfin de créer dans son processus de fabrication quelque chose qui fait que le produit va tomber en panne au bout d'un certain temps. Et là, effectivement, il sera puni. On a parlé des objectifs de cette loi, on a parlé de quelques mesures, même si on a beaucoup des mesures, donc c'est difficile d'avoir un point complet. Mais pour parvenir à tout ça, est-ce qu'on va avoir les moyens? Ça va coûter cher à l'État? Est-ce que tout est financé? Alors en fait, ça coûte pas si cher à l'État, puisque comme je le disais sur le bâtiment, on a un retour sur investissement. Et en fait, c'est plus un investissement qu'un coût. Quand on investit dans les énergies renouvelables, qui maintenant sont moins chères, beaucoup plus compétitives que le nucléaire neuf, il faut quand même le rappeler. Quand on investit dans ces énergies renouvelables, on a un retour sur investissement puisqu'on a une production d'énergie. Quand on investit dans la rénovation d'un bâtiment, on a un retour sur investissement puisqu'on baisse sa facture d'énergie. La question, c'est comment avoir des crédits qui soient sur des temps assez longs, 15, parfois 20 ans, pour ce retour sur investissement. Et c'est là où l'État doit mettre en place des processus et des garanties d'État pour avoir des prêts sur des longs termes avec des taux bas. Mais pour boucler la boucle, si je reviens aux objectifs dont on parlait au début de cette interview, qu'est-ce qui se passe si on ne les respecte pas? Si l'État ne respecte pas les jalons qu'il entend poser avec cette loi? Malheureusement, je suis triste de le dire, mais il ne se passera rien, puisque déjà dans la loi Grenelle, on avait des objectifs qui étaient intéressants et dont beaucoup n'ont pas été respectés, notamment par exemple sur le report modal pour le transport de marchandises, où il était prévu de développer massivement le transport ferroviaire, et c'est toujours le routier qui se développe. Donc là, derrière, c'est notre travail à nous de faire en sorte que ça marche, mais aussi à chacun de changer son comportement, peut-être changer de fournisseur d'électricité et passer chez Enercop, fournisseur d'électricité 100% renouvelable, placer son épargne dans un fonds d'investissement dans les énergies renouvelables comme énergie partagée. On peut aussi chacun agir pour aller dans le bon sens. Merci beaucoup Anne Bringot. Je rappelle que vous travaillez pour un réseau d'associations, notamment qui milite pour la transition énergétique. Merci d'être venue en direct ce matin sur Europe 1. Très bonne journée. Merci.